qui porte le nom de cette conférence. C'est un livre qui concerne la désobéissance créatrice. Et je suis également le directeur de la fondation Equibio. Voilà. Le thème de cette conférence, je crois qu'il est vraiment absolument d'actualité. Les règles que l'on suit dans nos vies quotidiennes ne sont pas celles qui nous permettent de protéger la planète, de protéger la nature. Je pense tout bêtement à des gens qui sont commerciaux, par exemple, dans les entreprises. Leur objectif, c'est de vendre toujours plus. Chaque année, ils ont des objectifs. Il faut absolument qu'ils vendent plus. Et cette croissance est infinie. Il n'y a pas d'objectif final, alors que nos ressources, elles, sont finies. Voilà. Donc ces règles, on les a dans notre vie quotidienne, à travers les entreprises. Elles nous sont aussi imposées par l'État. Et l'un des messages clés de Vandana Shiva, c'est que si elles nous nuisent, si elles ne respectent pas l'intérêt général, si ce ne sont pas de bonnes règles, eh bien, il ne faut pas leur obéir. C'est l'exemple que nous a donné Gandhi à travers son combat non violent. Et ce combat non violent, il a montré son efficacité à bien des égards. Voilà, je vais très vite introduire donc nos deux invités. Je vais leur poser quelques questions au départ et ensuite je vais très vite passer la parole à la salle. D'abord à nos premiers rangs qui sont constitués d'étudiants. Bonjour à tous, je suis content que vous soyez là. Et puis quand on aura discuté un petit peu avec les étudiants, vous pourrez ensuite tous prendre la parole et puis interagir avec Nicolas Hulot et Vandana Shiva. Alors je vais commencer donc par accueillir une femme qui est docteure en physique quantique, en philosophie, qui est prix Nobel alternatif, qui est probablement une des plus grandes figures de l'écologie dans le monde et qui est vraiment celle qui a découvert les enjeux du brevetage, les enjeux du commerce des graines et qui a fait découvrir au monde les dangers que l'on courait. Voilà, je vous demande d'accueillir Vandana Shiva. Et puis, et c'est vraiment, je considère ça comme une très grande chance et un privilège aujourd'hui, alors qu'on est en plein dans la COP21. Nous avons donc la chance d'avoir un invité qui est envoyé spécial pour la protection de la planète auprès du président de la République et qui est également le fondateur et le président d'une fondation que je n'ai même pas besoin de nommer ni de décrire. Je vous demande d'accueillir Nicolas Hulot. Alors je dois vous annoncer qu'on a un système de traduction très pratique. Les francophones doivent utiliser le canal 3. Est-ce que c'est juste? Oui. Le canal 3 pour les francophones. Et le canal 1 pour les anglais. Enfin, pour ceux qui parlent anglais, les anglo-saxons, les anglophones. Voilà. Alors, sans plus attendre, je voudrais qu'on fasse un petit peu mieux connaissance avec Vandana Shiva qui est avec nous aujourd'hui. Il y a des éléments dans son parcours qui ont été décisifs pour faire d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. En écrivant son histoire, je me suis aperçu que c'était même finalement le fruit de plusieurs générations. Mais on ne va pas remonter aussi loin dans le passé.
Je voudrais simplement, Vandana, que... est-ce que la traduction marche bien? Yes, it is. Thank you. Yes. Je voudrais en fait savoir qu'est-ce qui a fait de vous la femme que vous êtes aujourd'hui, et sans nous raconter toute cette vie, même si elle est pleine de rebondissements, même si c'est une vie vraiment incroyable, peut-être qu'on s'arrête sur 2 épisodes de votre vie qui sont votre enfance gandhienne et puis cet épisode en 1987 où finalement vous vous êtes retrouvé au milieu d'une réunion où aujourd'hui on pourrait dire que vous n'aviez rien à faire, mais qui vous a permis de tout comprendre sur la stratégie des géants de la semence et de ces multinationales. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces 2 épisodes de votre vie, Vandana? Yeah, you know, my philosophy is a quantum philosophy, not a Cartesian philosophy, not an atomistic philosophy, which has the arrogance to think that you are isolated from the world. The earth gives you nothing, your ancestors and parents gave you nothing, the legacy of good humanity gives you nothing, that you make yourself. And I don't think that's true. We are all shaped by so many contributions, and I'm so grateful to all the contributions that have made me, including my childhood in the Himalaya, a Himalaya that was very different from the Himalaya you see today, where the rivers are dying and the forests are dying. But when you know the forests to be alive and the rivers to be flowing so clean that till I was about 20, I could stop at any river in India in the mountains and drink water without fear of pollution. And when I saw the first river go, the stream that I used to swim in, and the forest go, that's when I joined the movement, Chipko, which was women coming out to hug the trees. And I think we do need a major paradigm shift from the very violent, masculine, profit-seeking, greedy desperation that humanity has become, sending warplanes out for the smallest excuse, to hugging. We need to hug the trees as my sisters of Chipko hug. We need to hug the earth. We need to hug each other. Arms are meant for embracing, not for dropping bombs. And it's because all of my childhood, my work with Chipko, my research in ecology had shown me that there's a non-violent relationship we have with the earth, which actually, in the true measure, generates more well-being, more wealth, more prosperity, more happiness than this insane racing behind a fictitious number called the GDP, which only measures that which you commodify. Its definition is, if you consume what you produce, you don't consume. The definition of sustainability is, you consume what you produce and create no waste. So it's violative of the fundamental law of ecology. And that's what made me look at the rise of violence in the state of Punjab in 1984. And that same year, the tragic death of thousands of people. Just 31 years ago, 3 days ago, the Bhopal tragedy, where a gas leaked from the Union Carbide pesticide plant, killed 3,000 people immediately, 30,000 over then. And even today, I've been at annual remembrances with halls as big as this, full of children who have been crippled, maimed. Even today, the births are not normal. So I was working for the United Nations University at that time, part of the UN family, and I suggested that there was something to look at in terms of peace and global transformation at what had happened to agriculture. So I did a book, and I found connections between the violence to the earth, the real new poverty that farmers were facing, a discontent, the rise of violent protest, and the naming of this protest as a religious conflict, which it was not. I wrote a book called The Violence of the Green Revolution, which is what invited me to a meeting, again with the UN involvement,
organized by the Dag Hammarskjöld Foundation, 87, on biotechnology, on the new genetic engineering, looking at what would it mean for nature, what would it mean for society. And I was invited because I had written a book. Sadly, the world is based on what goes into writing and text, not what is living and thriving. And so much of nature and so much of humanity and human knowledge is being marginalized, which is why UNESCO's contributions to the intangible heritage, to all of that is so important. Now, this meeting of Bourget, the old chemical industries, which I had learned through my research, came from the war, were now saying we've got to use the new tools of recombinant DNA, which gives us the possibility to move genes across species boundaries, and now claim patents and intellectual property rights. A patent is granted for an invention, so they were getting ready to claim they were inventing life on Earth, and that they needed an international treaty to impose this totally false claim on the world, which is the Intellectual Property Rights Agreement of the World Trade Organization. And these corporations later admitted they wrote that agreement. Countries didn't. And tragedy of COP21 is also that while the governments are sitting and writing the text that they pretend to be writing are being written by invisible players. The same chemical industry as fertilizer industry, the same biotech industry pretending now to be climate smart, when they have been responsible for 50% of the climate damage. 50% greenhouse gases come from agriculture. And that's the day I decided, taking inspiration from Gandhi, my own childhood, that now I would save seeds. If Gandhi had fought the British Empire, not by accumulating guns and cannons and becoming a suicide bomber, Gandhi took out a spinning wheel. And he said millions of people spinning will bring down a violent empire. And I believe millions of people saving seeds, planting gardens, will be the answer both to terrorism and to climate change, to desertification and the refugee crisis, to a dead-end humanity, to give birth to a new humanity. Nicolas Hulot, bonjour. Bonjour. On sait que, donc, Nana vient de parler de la COP21. On sait qu'aujourd'hui, un texte doit être remis. Mais ce qu'on ne sait pas, et je crois qu'on est nombreux à se poser la question, c'est finalement comment se prennent ces décisions. On entend souvent dire que c'est finalement surtout autour de conversations de couloirs, etc. Et on a cette grande chance que vous ayez accepté de venir aujourd'hui. Et du coup, voilà la question qu'on aimerait vous poser, c'est qu'est-ce qui se dit ces derniers jours autour de la machine à café? Qu'est-ce qui, dans les instances de négociation, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On en est où exactement? Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu la température des négociations? Ouais, la température, c'est qu'on n'est pas au 1,5 degré que nous devrions atteindre d'élévation de température dans le siècle. Nous sommes plutôt, pour l'instant, sur les 3 degrés et 3,5 degrés. Pour être très sincère avec vous, j'ai beau être proche du dispositif, moi-même, je ne comprends pas véritablement la manière dont les négociations se déroulent, mais je ne comprends surtout pas la complexité. C'est-à-dire que nous pourrions extraire 5, 6, 7 mesures que 15 pays pourraient adopter qui nous permettraient de sortir par le haut, pas simplement sur la crise climatique, mais sur l'ensemble des crises. Mais probablement qu'en l'état, il faut s'accommoder de ce processus des Nations Unies avec sa complexité, et on peut au moins acter une chose, c'est qu'on peut comprendre que de réunir 196 parties, 195 pays plus les 28 pays de l'Union européenne, sur un enjeu aussi important, c'est déjà une gageure. Et c'est déjà une gageure que l'humanité, qui a rendez-vous avec elle-même, soit à ce moment précis, je l'espère, pour changer de direction et non pas s'entêter dans une direction dont le dénouement ne peut être que tragique. Mais il y a un principe des Nations Unies
qui s'appelle la responsabilité commune mais différenciée. Et c'est ce principe-là qui rend les négociations difficiles, parce que chaque État continue d'aborder cet enjeu par le prisme de ses intérêts particuliers, ses intérêts nationaux, alors que se joue un enjeu universel où, par définition, nous allons être tous gagnants ou tous perdants. Et sur ce principe de notion de responsabilité commune mais différenciée, chacun analyse ou interprète la notion de différenciation, évidemment, d'une manière très différente. Et ceux qui ont, très sincèrement, et l'histoire ne mérite pas d'être travestie, qui ont une responsabilité historique, pas une culpabilité, parce que les choses n'ont pas été faites intentionnellement, mais la situation climatique, pour ne parler que de cette crise, mais nous pourrions y ajouter la situation d'inégalité dans laquelle la planète est. Elle a été quand même provoquée par un modèle de développement que certaines nations ont elles-mêmes provoqué, et que d'autres subissent. Si cette responsabilité n'est pas prise en compte, n'est pas assumée, pas simplement dans les mots, mais déjà dans les mots, mais dans les actes, évidemment, ça rendra l'issue de cette négociation. Alors, pour dire les choses, on est à mi-parcours, ça fait partie du jeu, c'est un peu tragique, un peu comme une partie de poker, alors que se joue l'avenir de l'humanité, où chacun abat ses cartes au dernier moment pour surtout ne pas en faire plus qu'éventuellement un autre pays. J'ai tendance à penser quand même que pour essayer de garder un tout petit peu d'espoir dans cette espèce de chape de plomb, de gravité que nous avons sur les épaules, où par moments nous-mêmes nous manquons peut-être un tout petit peu d'objectivité. D'abord, disons une chose, c'est que si la conférence de Paris n'avait pas eu lieu, nous aurions définitivement perdu la bataille climatique. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est que ça n'est pas, quelle que soit l'issue du texte, même si ce texte est ambitieux, et il est encore possible d'avoir un texte ambitieux pour les financements, pour aider les pays du Sud à s'adapter, ambitieux pour permettre aux pays du Sud de se développer plus rapidement sans passer par la case des énergies fossiles, ambitieux pour donner un avantage compétitif à l'économie bas carbone. Voilà, si ce texte-là sort, ça ne voudra pas dire pour autant que nous aurons gagné la partie. Parce que si dans la foulée, puisque malheureusement ça ne se fera pas simultanément, nous ne procédons pas à une révision en profondeur d'un modèle économique, d'une mondialisation, qui est un médicament qui empoisonne, qui n'est plus la solution. Si nous nous entêtons dans un modèle qui est basé sur l'exploitation et la destruction des ressources naturelles et des matières premières, qui est basé sur la concentration des richesses et non pas sur le partage des richesses, si c'est ce modèle qui succède à la COP climat, alors la COP n'aura pas servi à grand-chose. En revanche, si nous sommes capables, je dirais, de profiter de ce point d'étape de l'humanité, parce qu'on sent bien que nous sommes sur un point de bascule. Nous pouvons basculer d'un côté vers la barbarie, de l'autre côté vers la civilisation, et croyez-moi, nous sommes vraiment sur un seuil étroit d'équilibre. Mais pour cela, encore faut-il que nos pays, et là je parle des pays occidentaux, ne s'exonèrent pas d'un examen critique et ne considèrent pas en permanence que le mal leur est extérieur. Et qui comprennent bien que la violence qui se manifeste, et encore dans les rues de Paris il y a de cela 15 jours, n'a aucune excuse, mais elle peut s'expliquer dans les racines de l'histoire. Et si nous ne faisons pas cette analyse profonde pour savoir et reconnaître que nous-mêmes, dans le modèle économique et de mondialisation que nous avons soutenu, nous y avons insufflé aussi une forme de violence. Et si nous ne reconnaissons pas cela, encore une fois, pas pour nous culpabiliser, mais pour nous responsabiliser et surtout pour éviter de reproduire un modèle où nous avons imposé nos normes au reste du monde, en pensant encore aujourd'hui que nous sommes l'universel et que les autres sont le singulier, que la nature ne sert qu'à une chose, c'est à accomplir notre propre destin, et que la diversité était un handicap au lieu que d'accepter que la diversité soit au contraire la seule chose qui puisse être féconde. Si nous n'opérons pas simultanément cette révolution des esprits, alors Paris restera comme une anecdote de l'histoire. Mais tout est encore possible. Et personnellement, j'oscille entre inquiétude
parce que le seul point de vue qui compte, comme disait Jean-Paul Sartre, c'est le point de vue des opprimés. Et ceux qui attendent de Paris, ce n'est pas forcément cette salle qui n'enverra pas la différence lundi matin, mais ce sont les habitants du Bangladesh, les peuples du Sahel, les villageois de Guyane aux Philippines qui ont subi le typhon Haiyan. C'est seul leur point de vue qui compte. Et ce qui est à la fois tragique et enthousiasmant, c'est qu'une volonté collective, une vision collective, une intelligence collective de 20 pays permettrait, et croyez-moi, ça n'est pas une utopie, de sécher quasiment toutes les larmes du monde. Mais la seule chose, c'est qu'il faut redéfinir les fins et les moyens. Voilà. Et donc, si nous sommes capables de cette introspection culturelle, en serons-nous capables? Honnêtement, j'en doute. Peut-être que c'est l'étape d'après. Mais ce qui est très important aussi, et c'est amusant parce qu'avec Vandana tout à l'heure, on comparait brièvement nos parcours. Évidemment, il n'y a rien de commun. Rien de commun entre Vandana. La seule chose qu'il y a de commun, c'est le point d'arrivée. Cette convergence. Peut-être ce regard tendre que nous avons l'un et l'autre posé sur le monde et sur l'humanité. Et que nous avons pris conscience qu'il y a une humanité magnifique. Il y a une humanité silencieuse. Il y a une humanité invisible. Il y a une humanité généreuse. Et que celle-là, elle est la norme dans l'humanité, mais qu'il y a une petite exception dans l'humanité qui représente 1%, qui a pour l'instant verrouillé le modèle, préempté les ressources. Eh bien, tout va se jouer sur notre capacité à libérer cet espace-là pour que cette belle humanité puisse demain avoir les clés de notre destin. Merci Nicolas. Alors pour finir avec ces questions que je pose à nos intervenants, je vais encore poser une question à Vandana et puis une toute dernière à Nicolas. Vandana, je voudrais que vous nous informiez sur la stratégie de l'Inde dans cette COP21 et puis quels sont ses objectifs, comment est vue la COP21 en Inde, comment est-ce que vous voyez ça, vous, depuis l'Inde? Well, thank goodness India is many Indias. She is the India of the 1%, which also speaks. She's the India of a Vasudhaiva Kutumbakam, the earth family, which is that common vision of one earth that we all need to move towards. And I don't think there's any culture, any civilization that has... Pardon, je donne un petit détail que les traducteurs ne doivent pas savoir. Kutumbakan, c'est un... I'm sorry, I just give a little precision. Kutumbakan est un village, c'est le village que vient d'évoquer Vandana. C'est un village dans lequel sont réunies les communautés Dalits et les communautés de Brahmanes et essayent de vivre ensemble un peu mieux. D'accord. Alors j'ai bien fait du coup parce que comme ça tout le monde c'est le symbole de la terre et de la famille. Yeah, the earth has family. The tiniest of microbes, the biggest of elephants, every human being, the same from the perspective of the earth family. And it has to be that earth family which decides our relationships, both with the earth and with each other. Now, if you notice, all the heads of state, and I think it's the largest ever gathering of heads of state that came, which shows that, one, they were all here to show their solidarity with Paris because of the tragic events of the 13th, but also to show they have a will, and we have to make sure their will is not diluted, what we could call comfortably the 1%. Of course, a country like India with so many contradictions brings a contradictory perspective. When in the UN, common but differentiated responsibility was introduced as a principle, it was introduced because we were in very, very different situations. The old colonies were left in deep poverty.
Then we've had globalization, and I always joke and say, it's very funny that suddenly India, an ancient civilization, has been declared as an emerging country. We are not emerging from anything, you know? And going into an economics of destruction that is destroying the planet is not our future. And at least I do everything I can with all the movements in my country to make sure India is for all. I work with the indigenous people fighting against the coal mines. And I want to say, in a state of Jharkhand, which means the forest state, not one coal mine has started in 20 years because the people are there, blocking the mining with their bodies, like the women block the logging with their in the Chipko movement. I think because in '92, India was the leading country to shape the UN framework on climate change. I was advising my government at that time, so I know exactly what role India played. We were the leading country to say we need an international treaty, a legally binding treaty. What happened after '92? WTO. And what WTO changed was this, that instead of countries being sovereign, instead of countries responding to their people for their positions in international negotiations started to get increasingly driven by the invisible players. WTO was literally, as I said, intellectual property laws written by Monsanto. Cargill wrote the agriculture laws. So it's a corporate law. TTIP, the new Transatlantic Trade and Investment Partnership, written by corporations. These are not multilateral negotiations. They are corporate rules being institutionalized. And that has meant that no matter who you are, you could be Europe, you could be US, you could be India, you could be, except the small island nations, who only have everything to lose because there's no coal mine someone's going to explore out there. Everyone basically is negotiating for the fossil fuel industry. I think that should be very, very clear. That it is not North versus South. It is everywhere the fossil fuel industry, including the fossil agriculture industry, the exons of agriculture, who are using India, using Europe, Europe has a little more resilience because A, it has a stronger environmental commitment, and it is a unified body of many governments. Now, at the time when this COP is happening, the US is being used by the fossil fuel industry, by the fracking industry, to sue countries like India in the WTO on solar energy subsidies. So when you say India's position, I would say there's a position of corporate India, there's a position of the multinationals in India, there's a position of the indigenous people of India, there's a position of women of India, the peasants of India, and 99.9% of India wants an ecological future because they are the ones who won't even survive if we continue on the fossil fuel track. 20,000 people died in my region in the Himalaya 2 years ago. Right now, as we talk, more than 300 people have died in the city of Chennai in South India. We are talking about people dying today. The drought-induced deaths and the conflicts, you were so right in saying, look at Syria, 2009. They had a drought, agriculture collapsed, 1 million farmers became refugees. We're never told about that violence to the earth and the soil that led to the crisis. We only talk now about something called ISIS, which didn't exist before 2010 as anything else but the goddess of the earth in Egypt. Alors, dernière question à vous, Nicolas, avant qu'on s'entretienne avec les étudiants qui sont avec nous. Ce que vous avez évoqué, ce changement de paradigme, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va venir peut-être davantage de la société civile plutôt que de la classe politique? Et quelle est la part de chacun? Est-ce
Est-ce qu'on arrive aujourd'hui effectivement à ce point de bascule? Est-ce que vous avez l'impression qu'on y est? Est-ce que la masse critique est réunie pour vraiment avoir une vraie mutation et qui parte de la société civile? L'histoire va nous le dire. Par définition, si on est sur un point de bascule, c'est que nous n'avons pas encore déterminé, enfin l'issue n'est pas encore écrite. Et on sent bien d'ailleurs, intimement, profondément, que nous sommes proche d'un point de rupture. Bon, mais ça n'est pas encore une fatalité. Pour l'instant, c'est plutôt une forme de fatalisme. Vous savez, l'histoire va s'écrire là, de gré ou de force. Et d'ailleurs, les chefs d'État qui avaient cette occasion magnifique, je ne suis pas certain qu'ils l'aient totalement saisi, justement, d'écrire l'histoire, la grande histoire. Est-ce que c'est l'avenir qui va décider à notre place ou est-ce que c'est nous qui allons décider? Les sociétés civiles, il en vaut de notre pays comme dans beaucoup de pays, ne se désintéressent pas de l'histoire de l'humanité. Mais elles ont acquis au fil du temps une forme de défiance un peu légitime vis-à-vis de l'autorité politique. Et cette défiance, attention qu'elle ne se transforme, parce que l'histoire nous montre que si les chefs d'État n'ouvrent pas le chemin, ce sont les peuples qui peuvent se frayer la voie. Et parfois, les peuples peuvent être remplacés par la foule. Vous savez, Victor Hugo disait « Le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable ». C'est une jolie formule, mais le temps où nous pouvons faire cette révolution à l'amiable nous est véritablement compté, parce que les chefs d'État n'ont plus l'alibi de dire nous ne sommes pas investis par les peuples. Les peuples se sont exprimés sous 50 manières, 1000 manières, pour dire qu'ils veulent le changement, qu'ils sont prêts à l'accueillir, mais ils veulent de la cohérence. Ils ne veulent pas des mots. Et où est la cohérence? Et ça va nous permettre de faire un tout petit lien avec l'Inde. Quand on sait, entre autres, que l'équation climatique va nous obliger à renoncer à exploiter au minimum 70% des réserves d'énergie fossile que nous avons facilement accessibles sous les pieds. Et c'est une tentation légitime que l'Inde a, puisqu'ils ont des réserves de charbon très importantes, et que le Premier ministre, M. Modi, avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir, lui s'est fait élire sur une promesse: donner accès à l'énergie et à l'électricité à 300 millions d'Indiens qui n'y ont pas accès, et donner accès 24 heures sur 24 à 300 autres millions d'Indiens qui ont accès à l'électricité simplement 1 heure par jour. Il a sous les pieds des énergies fossiles, tout en ayant conscience que son pays, évidemment, sera frappé dans un deuxième temps par les conséquences des changements climatiques, et notamment parce que ça accentuera un stress sur l'accès à l'eau pour lequel l'Inde est déjà sous une menace très importante, puisque les réserves d'eau, et notamment dans le Pendjab, sont en train de s'épuiser. Est-ce que nous sommes capables d'aider l'Inde à éviter cette pente naturelle d'aller chercher ce qu'il y a de plus facilement exploitable? Ça ne se fera que si nous incarnons une solidarité et une cohérence. Où est la cohérence? Quand aujourd'hui, la communauté internationale continue d'allouer chaque année, sous forme de subventions ou d'exonérations aux énergies fossiles, l'équivalent, écoutez bien le chiffre, de 650 milliards de dollars chaque année pour supporter un modèle énergétique qui provoque des dégâts environnementaux et sanitaires qui, par ailleurs, selon tous les organismes internationaux, coûtent 4 000 milliards de dollars en ce qu'on appelle en externalité négative, c'est-à-dire les coûts environnementaux et sanitaires. Et dans le même temps, nous peinons à trouver 100 milliards de dollars que nous avons promis à Copenhague, qui est un minimum minima, pour aider les pays du Sud à s'adapter. Tant que cette cohérence-là, ou plutôt que cette incohérence sera la norme, comment voulez-vous que les peuples y croient? Voilà. Et c'est bien cette cohérence-là qu'il faut établir. Quand on voit, parce que je sais bien que l'argent ne fera pas tout, mais en même temps, il va bien falloir quand même que, puisque pour l'instant, c'est l'argent qui a pris la main, que nous trouvions l'argent pour aider les pays du Sud
à se développer, dès lors que l'argent est bien fléché à des choses utiles et qui participent à l'épanouissement humain. L'argent pour aider les pays du Sud à s'adapter. Mais quand on voit justement que nous nous accommodons, et notamment encore maintenant, qu'il y ait dans le monde un pan entier d'économie qui se soit organisé en toute légalité mais en toute immoralité pour ne pas participer à la solidarité, c'est-à-dire qui s'exonère de toute forme de solidarité. Et alors que si nous allions, et nous ne pouvons pas le faire tout seuls, mais à 28 en Europe, et a fortiori quand vous avez 150 chefs d'État qui sont au même moment, au même endroit, ou même 20 chefs d'État qui sont à Antalya, au G20 en Turquie, qui pourraient remettre cette finance-là. Je ne jette pas l'opprobre sur l'ensemble de la finance. Moi, je parle de cette finance qui crée la rareté parce qu'il se régale de la rareté. Cette finance qui spécule, qui est capable de spéculer, y compris sur la faillite d'un État. Cette finance-là n'est puissante que parce que nous sommes faibles, parce qu'on s'est mis à genoux devant eux, parce qu'au fil du temps, nous avons dépossédé le pouvoir démocratique au profit de ce monde-là. Mais ça n'est pas une fatalité, c'est simplement une reddition, une résignation. Ce qui fait que, à quoi sommes-nous condamnés? Amplifier l'austérité dans les pays du Nord et amplifier la misère dans les pays du Sud parce que nous sommes dans un jeu à somme nulle. Mais il suffirait que 20 pays, pour commencer, s'organisent simplement pour soumettre notamment cette finance-là à une taxation, écoutez bien, de 0,01%. Ce n'est pas 100 milliards qu'on va trouver, ça va se compter en milliers de milliards. Et là, vous rétablissez, évidemment, vous sortez de toutes les crises. Mais encore faudrait-il que nous soyons d'accord pour mettre à côté de l'OMC, ou peut-être même au-dessus de l'OMC, une organisation mondiale qui prenne en charge la gestion des biens communs. Et les biens communs, ce sont les terres arables, les biens communs, ce sont les écosystèmes, les biens communs, ce sont les ressources alimentaires qu'il faut soustraire à la spéculation. Comment pouvons-nous imaginer un monde apaisé quand des hommes qui n'ont jamais vu de leurs propres yeux ce à quoi ressemble un grain de maïs sont capables simplement en un micronième de seconde d'acheter des quantités phénoménales simplement pour faire créer la rareté et faire monter les prix? Comment voulez-vous que le monde puisse prétendre à la paix? Et le changement climatique fera exploser l'extrême pauvreté si nous ne l'endiguons pas. Et personne dans un monde qui est maintenant connecté, où quand il y a une injustice quelque part, l'onde de choc se propage dans le monde entier, ne peut aspirer à vivre en paix tant que ces inégalités seront aussi criantes. Merci Nicolas. Merci Nicolas. On a touché, je crois, du doigt avec ce chiffre de 0,01%. L'importance de ce détournement d'argent par rapport aux vrais besoins de la planète, de l'humanité et aux vrais objectifs qu'il faudrait viser. Merci. Je voudrais, après ces questions introductives qui étaient un peu longues, mais il me semble que c'est vraiment important de faire un point à date, je dirais, dans cette situation dans laquelle on se trouve, qui est vraiment un moment très important et très dense pendant cette COP21. Maintenant, je voudrais qu'on rentre dans cette thématique de la désobéissance créatrice. Donc, je vais m'adresser à vous, qui êtes là au premier rang, qui venez d'universités, d'écoles. Vous allez vous présenter chacun lorsque vous prendrez la parole. Peut-être, est-ce que vous me permettez de vous poser une question et chacun répondre, enfin, si l'un d'entre vous peut répondre, eh ben, ce serait vraiment bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce thème de la désobéissance créatrice? On vient de voir avec Nicolas qu'on vit, c'est vrai, dans un monde très, très contraint et à la fois dans une situation d'urgence, une situation radicale. Pour vous, qu'est-ce que ce serait
cette désobéissance? Est-ce que l'un d'entre vous a envie de prendre la parole? Il y en a qui sont derrière l'écran, mais je vous vois quand même. Est-ce qu'il y a des micros qui peuvent circuler? Ou sinon... Alors, je pense qu'on a le bénéfice en tant que... Notre génération, en fait, je sens qu'elle a envie de le faire. Vous avez parlé du monde connecté, de plus en plus connecté, nous, toujours sur les réseaux sociaux, avec toute cette façon d'avoir accès à l'information instantanément. Et je pense que, justement, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on a avec beaucoup plus de facilité ces informations, on se sent beaucoup plus concerné, parce que c'est notre génération qui est en jeu, en fait. C'est qu'on ne se demande pas forcément si on va avoir un job, si on va avoir de l'argent pour vivre. Non, c'est plutôt est-ce que notre job ou est-ce que notre vie va avoir un sens dans le monde où on vivra. Et je pense que les réseaux sociaux, et notamment cette génération connectée, a une carte à jouer. Notamment parce que la désobéissance va se jouer sur ce terrain. J'en suis convaincu. Bon, déjà, je me présente. Je suis en communication digitale, donc pas avoir peur de moi, je suis pas méchant. Mais on prend conscience de ça. On prend conscience que les outils digitaux sont très, très puissants. Et la puissance qu'il y a là pour l'instant est régie par des organismes qui s'en servent contre nous. Et ça, c'est la première désobéissance qui va se passer. C'est sur ce terrain-là, désobéir sur ce terrain-là pour vraiment se l'approprier et faire en sorte que ce soit notre terrain à nous de désobéissance. Merci. Alors, donc c'était simplement une position. Maintenant, je voudrais prendre aussi vos questions. Est-ce que l'un d'entre vous a une question, peut-être pour Vandana en premier? C'est bon? Bonjour. Donc j'aimerais savoir pourquoi concilier féminisme et écologie selon vous, Vandana Shiva? Well, just like everything else that is so diverse, we have biological diversity, we have cultural diversity, we have feminism diversity, and we have ecological diversity in terms of movement. There's a strand of feminism that defines women's empowerment as being as competitive, as dominating as a man. I call that the Margaret Thatcher feminism. The kind of feminism I live, think, practice is a feminism that knows we are part of the web of life, therefore it is ecological. Therefore, it also recognizing that taking care of the web of life, taking care of humanity, taking care of community is the highest humanity. Not weakness, not the second sex, not a passive sex. That we have to redefine our being human, including men, from the caring and sharing that was left for women to do, not because it is in their genes, but because women were condemned into an economy that was assumed to be a non-economy, while money-making, fictitious finance, arms, wars, was defined as the economy. But the economy is derived from the same word, oikos, as ecology. And in a way, what I'm talking about is the economy coming home, and the suggestions that Nicholas made about reining in finance, which is literally like a rogue elephant now. And how do you learn to do it? Where do you turn? There are two parts of humanity that haven't made it their daily business to think of how can I make money by exploiting nature and people, be whatever means. One are women and one are indigenous people. So we've got to turn towards them. So it doesn't mean reconciling two opposite factors. It means recognizing that the earth is the first provider, she's creative, she's productive, nature's economy is the biggest economy. This is the world now of ecological economics, where they're counting $600 billion the pollinators are giving us in terms of food. You touch anything that nature does, it's a bigger economy than the one we create. Women's economy is a much bigger economy than the market economy. I call it the sustenance economy.
And the young person who talked about the role of young people, I think the key of the women's economy is sharing. It's the commons. Privatization, appropriation, enclosure of the commons has been one very, very dishonest way of generating finance. And what we need is a sharing in the commons, whether it is open source software and the digital commons, or it is open source seed and the soil commons, the food commons, the seed commons, which is the work I do through Navdanya. Mais Vandana, avant de donner la parole à Nicolas, que ce sujet inspire aussi, nous tous dans cette salle, One moment. Yeah. Comment est-ce que nous tous ici, femmes et hommes, comment est-ce qu'on peut mettre en place, comment est-ce qu'on peut appliquer cet écoféminisme et désobéir aussi de cette manière à des règles sociales qui sont parfois très dures, très rigoureuses. Au quotidien, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir, nous tous ici, écoféministes? Yeah, and that's the other issue, that ecofeminism is for all. It's for that plant, it's for the microbe, it is for the men, it's for the women, it's for the children. I had a little 7-year-old boy come to me and say, will you sign my book Staying Alive? I am an ecofeminist. When 7-year-old boys start to become ecofeminists, we are already making a big change. Now, how do we creatively disobey? I think the first step in which we creatively disobey is by shifting in our minds, changing our paradigms, changing the way we think. You disobey with the idea that the financial world creates wealth. You disobey with the idea that toxic chemicals give us food and GMOs food. And then that obliges you to create another world. So creative disobedience is no to the destructive, the violent, the unjust, and the yes, through your responsibility, to the peaceful, the equitable, the beautiful. And I have found in agriculture and seeds and gardens the place where each of us can become an earth citizen, and as an earth citizen, an ecofeminist. Why do I say that? Because we can either exclude larger numbers of young people and push them into violence of the kind that was witnessed, or we can include them all in the creative work of rejuvenating the earth, through that creating new economies that generate more meaningful work, that generate more real wealth, that circulates better, rather than the linear extraction that is going to the 1%. Creative disobedience is first in our minds, it's in our hearts. I think in France, creative disobedience will be to not allow the culture of hate and fear and exclusion to take over your hearts and minds. Nicolas? Non, c'est très court. Bon, d'abord, je me dis que c'est peut-être pas un hasard absolu si le mot sagesse est féminin et le mot profit est masculin. Mais on pourrait trouver d'autres mots qui inverseraient la démonstration. Simplement, ça me fait penser à, pour moi, une des plus belles phrases de la littérature française. Je ne sais pas si la traduction permettra d'en mesurer toute la beauté et toute la tristesse. C'est une phrase de Romain Gary, dans un livre que je vous invite, si ce n'est pas le cas, à lire, qui s'appelle « La promesse de l'aube », et qui dit cette phrase merveilleuse, mais qui répond un peu à la question. Il dit « La vie vous fait à l'aube, je reprends. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne pourra plus jamais tenir. » Et en réalité, moi je rajoute que je pense que notre défi, c'est de renouer avec cette promesse. Il y a quelque chose évidemment de plus spontané dans l'âme féminine
la tendresse et la résistance à la haine. Et aujourd'hui, nous devons résister à cette tentation. Voilà. Donc c'est peut-être quelque chose qui est, je dirais, que nous devons nous prendre de l'âme féminine. Merci, c'est très beau. Alors, la parole est à vous, chers étudiants. Mais c'est vrai que le prochain qui va prendre la parole, si vous pouviez nous dire en deux mots un petit peu d'où vous venez, de quelles écoles, et puis pour que tout le monde puisse vous connaître. Bonjour, alors Raphaël, je viens du CELSA, l'école de communication de la Sorbonne. D'accord. Voilà. Alors merci beaucoup pour cette très belle citation de Romain Gary. Et justement, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur la désobéissance créatrice. Et j'ai envie de dire attention, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de l'innovation de rupture. On est dans la rupture, on veut être absolument moderne à tout prix. Et je me demande si justement, il n'y a pas un danger à vouloir comme ça faire table rase du passé au détriment de tout ce qui a été bien, de tout ce qui a déjà été fait de bien, justement pour vouloir être moderne, pour vouloir désobéir, comme si la désobéissance passait à chaque fois par le refus et le rejet de la transmission. Vandana, est-ce que la désobéissance, c'est finalement oublier notre passé et être à tout prix moderne? Est-ce que c'est ça pour vous la désobéissance civile? You know, my creative disobedience has been crystallized in the defense of the seed and the earth. And why was it triggered? Because new laws on intellectual property were claiming that seed is Monsanto's property, farmers saving seeds is an intellectual property crime, people having diversity of open-pollinated, open-source seeds is violative of the law of uniformity, when it should be the law of diversity that should govern our seeds, our agriculture, our cultures. So in fact, my creative disobedience is to get ancient seeds and grow them out again, get the ancient knowledge of 10,000 years of our farmers and have it overtake the 50 years of the Green Revolution, 100 years of a fossil fuel agriculture that is causing the climate crisis. The biggest factor, it's destroying soils, it's creating hunger, and even those who eat are getting nutritionally empty, toxic, bad food. So the creative resistance is recognizing what in the new structures that are being imposed is unjust, goes against the laws of the earth, goes against the higher laws of humanity, which is what creates the imperative to not obey, but to also tap from all of our diverse histories the best of those rules, laws, imagination, stories that work in alignment with the earth and our best potential for being human. J'espère que l'idée de faire table rase du passé n'est pas une idée qui va se réaliser. Tout ce qui a de l'importance à nos yeux, tous les acquis de l'histoire, tout ce pourquoi des hommes et des femmes se sont battus, parfois y ont même laissé leur vie, tout ce que les générations nous ont légué doit être évidemment conforté, et la crise climatique pourrait mettre à mal tout cela. Mais la question qui se pose, et dans ces termes de désobéissance, c'est simplement ne laissez pas les autres vous dire ce qui appartient au progrès ou ce qui n'appartient pas au progrès. Ne laissez pas les autres travestir l'histoire et la réalité. Ne laissez pas l'insignifiant prendre le pas sur l'essentiel. Quelqu'un le disait tout à l'heure, la plus profonde crise que nous traversons, c'est une crise de sens. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous définissions individuellement et puis collectivement ce qui appartient au progrès. Mais
attention à ces illusions du progrès. Voilà. Et je pense que, vous savez, s'il y avait un livre, à mon avis, qui pourrait être le socle de cette désobéissance créatrice, comme vous le dites ici, c'est le livre de Krishnamurti qui s'appelle « Se libérer du connu ». Je pense que c'est probablement la meilleure référence pour nous apprendre à être notre propre juge. Ne rien laisser penser à notre place, énoncer à notre place. Écoutons, évidemment, interprétons, analysons, mais soyons notre seul juge. C'est aussi ça, la désobéissance, parce que je vois le nombre de choses que l'on voudrait nous prémâcher dans nos pensées, dans nos préjugés, et se libérer des préjugés. Einstein disait, c'est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé. Mais justement, la désobéissance, c'est de ne pas nous laisser justement malmener, fourvoyer par ces préjugés. Le premier des préjugés, c'est de penser que dans l'univers, la vie est la norme, alors que la vie est l'exception. Déjà, si nous pouvions avoir cette petite sensibilité, si nos chefs d'État pouvaient se voir ou nous voir tels que nous sommes, une espèce de toute petite famille minuscule de naufragés perdus sur une tête d'épingle entre deux infinis. Mais combien nos divisions, nos tergiversations nous sembleraient futiles, indécentes, accessoires. Voilà aussi ce qui est important, c'est de se voir tel qu'on est et non pas tel qu'on va vous l'imposer, de ne pas justement céder à des analyses raccourcies, de vous laisser penser que la croissance est l'alpha et l'oméga de la prospérité, de ne pas vous laisser imposer en permanence qu'on va vous dire « mais on ne peut pas faire autrement, que l'agriculture productiviste, c'est la seule manière de répondre aux besoins alimentaires de la planète », de vous laisser imposer que le nucléaire ou les énergies fossiles, c'est la seule manière de répondre aux besoins énergétiques de la planète. C'est ça aussi. La désobéissance, c'est la résistance. C'est la résistance à l'uniformité. C'est la résistance au fait de penser que nous sommes l'universel et que les autres sont le singulier. C'est ça aussi la désobéissance. Nicolas, je voudrais que vous ajoutiez quelque chose sur ce thème de la désobéissance. Dans un souci d'efficacité pour la cause de la planète, pour l'écologie, vous avez toujours cherché le meilleur positionnement et la meilleure relation avec les entreprises, avec le pouvoir, pour être au meilleur endroit, pour faire avancer la cause. Pour vous, où commence et où s'arrête cette désobéissance? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez dû dire non? Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des jours où vous dites ben non, ça je ne le ferai pas, et ça oui, ça non? Où se situe la limite? L'histoire a désigné des grands hommes par ceux qui ont su dire non, bien entendu. Mais je me suis toujours fixé une ligne de conduite. Si on ne parle qu'avec des convaincus, si on ne parle qu'avec ses amis, évidemment, on se conforte, on se gargarise d'avoir une telle connivence. Mais au bout d'un moment, évidemment, tout ça n'est pas très fécond. Je pense que d'abord, il faut avoir du discernement. Il n'y a pas un ennemi désigné dans le monde économique, il n'y a pas un monde politique qui serait animé que de vanité et d'ambition personnelle. Il en est de ces univers comme de tous les univers. Quand on cherche, on trouve l'humain parfois, pas toujours, mais on peut le trouver. Moi, c'est cet humain que je cherche à faire ressurgir. Je peux même vous raconter une petite histoire. Il y a peu de temps, pardon de cette diversion, mais j'étais dans les pays du Golfe, et notamment dans les Émirats arabes unis. Et puis, je devais rencontrer dans le cadre de ma mission le prince héritier, et alors on m'avait tellement expliqué que d'abord on ne regardait pas cet homme-là dans les yeux, que surtout on ne disait rien qui pouvait le fâcher, etc. Et que seule la notion de profit, si je pouvais trouver un argument économique, pouvait éventuellement le faire vaciller. Mais aux grandes dames des gens qui étaient là, à un moment, j'ai trouvé l'humain, y compris chez cet émir, qui m'a dit « mais vous avez raison, notre mission sur Terre, c'est simplement de transmettre un monde viable à nos enfants. Nous sommes là pour cela. » Alors qu'elle était, à cet instant-là, sa part de sincérité, elle était réelle, et c'est ça qui est important. Mais la condition, c'est que jamais
votre liberté de parole, d'agir, ne soit en quoi que ce soit entravée, que vous puissiez faire des compromis. C'est évident parce que le monde est complexe, la réalité est complexe. Il n'y a pas de problème simple et de solution simple. Donc il faut bien s'accommoder d'étapes. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ces étapes soient trop longues, parce que les phénomènes que nous sommes censés juguler, le creusement des inégalités, qui crée ce monde qui fait que nous dansons sur un volcan, et les phénomènes écologiques, la raréfaction des ressources et le déséquilibre climatique, la fenêtre pour agir est excessivement étroite. Le temps est compté parce que nous payons comptant nos sempiternels ajournements, nos sempiternels reniements, toutes nos petites lâchetés collectives, toutes nos petites hypocrisies. Mais maintenant, nous sommes au pied du mur. Maintenant, c'est le moment de vérité. Si Paris n'est pas un moment de vérité, si derrière les mots qui ont été prononcés au Bourget, et reconnaissons, Vandana, que les mots étaient à la hauteur au Bourget. Mais enfin, certains, je les ai déjà entendus, et souvent je dis que la seule chose que nous sommes capables de recycler, ce sont les discours. Mais au moins, parfois les mots dissimulent l'inaction, mais parfois les mots peuvent précéder l'action. Les mots ont évolué. J'ai encore entendu un ou deux chefs d'État dire que c'est très important de protéger la nature. Bon, d'autres dire que c'est important de protéger la planète. Bon, c'est pas mal, sauf que la planète peut très bien se passer de l'humanité, l'inverse n'est pas possible. Mais globalement, je pense que tout le monde a pris conscience que ce qui se joue maintenant, c'est l'avenir de l'humanité. Bon, voilà, maintenant, tout ce qui sera, comment dire, simplement des bons sentiments va nous exploser à la figure. Ce ne sont plus de mots dont nous avons besoin. Et s'il y a un message à donner au chef d'État, just do it, parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Merci. Alors, je vais prendre une dernière question parmi les étudiants, si vous avez, il y a une question, et puis ensuite je donnerai la parole à la salle pour qu'on puisse discuter tous ensemble. Oui, bonjour Bruno, étudiant aussi au CELSA Sorbonne également. J'ai une question pour vous, Monsieur Hulot. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure qui étaient une grande force pour agir. Moi, j'aimerais aussi mettre un point d'exclamation, attention, parce qu'il se passe quelque chose aussi sur les réseaux, c'est qu'on peut se lasser très vite de ce qui se passe. Et moi, ça m'avait fait ça en fait à contre-cœur pour votre vidéo sur la COP21 que j'avais adoré, et je l'ai vu se partager sur les réseaux. On était tous à fond sur ce moment-là. Mais finalement, 2 semaines après, ça a été remplacé par les petits chats mignons qui sautaient partout, et on parlait plus de la COP21. Et donc forcément, je me suis dit bon, je vais sortir de chez moi, je vais dans la rue. C'est parti pour faire un peu d'action cette fois-ci. Donc là, comment je vais pouvoir utiliser cette désobéissance créative pour agir dans la vraie vie? Et c'est vrai que en fait, plus j'avance dans les études, plus j'avance vers le milieu professionnel, plus il me paraît difficile de faire de l'écologie dans ma vie, parce que je n'ai plus ces petits conseils qu'on me donne à l'école. Je ne suis plus dans les associations scouts pour aussi pouvoir aider la nature. Et justement, j'aimerais pouvoir être... que vous puissiez nous aider aussi, nous, la société civile, à pouvoir dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre proximité, à faire justement des gestes, à pouvoir désobéir de l'action et plus maintenant dans nos têtes. Et comment est-ce qu'on pourrait faire comme vous? Parce que voilà, vous êtes Nicolas Hulot quand même. Enfin, non mais c'est vrai. Vous êtes à la fois, vous représentez cette désobéissance, parce que vous traînez avec les plus grands monarques du monde à la COP21, mais à côté, vous êtes ce super surfeur rebelle de Saint-Lunaire et ça donne envie. Enfin, on y croit. Donc, comment être comme vous? Je n'ai pas de réponse tranchée. Hein. Je cite souvent la phrase de René Char qui constatait déjà que l'essentiel est en permanence menacé par l'insignifiant. Il faut des événements d'une gravité exceptionnelle pour que nous revenions à l'essentiel. Il a fallu 150 morts pour que l'humain ressurgisse dans les rues de Paris, pour qu'on se regarde avec tendresse, avec affection, avec protection. Et puis comme vous le dites, à un moment il y a ce fleuve qui nous rattrape, ce bruit de fond de la société où on n'arrive plus à décerner ce qui est important ou pas, et puis un événement en chasse l'autre. On aurait pu se dire, après Charlie, ok, on va se retrouver sur un voyage en humanité qui ne va pas s'arrêter là,
Puis pour finir, on a été rattrapé par nos travers, nos petites querelles, cette espèce de show permanent dans lequel nous sommes. Je ne sais pas ce qu'il faudra pour que l'humanité se ressaisisse et que l'humain reste en surface et ne soit pas toujours, encore une fois, enfoui par des futilités. Mais ça aussi, ça fait partie de la responsabilité de chacun. La désobéissance, c'est de ne pas se laisser conditionner par le milieu ambiant. Ce n'est pas de regarder le monde en permanence se défaire derrière son ordinateur. C'est aussi d'être capable d'en prendre un peu de distance. C'est soi-même se rebeller contre ça. Personne ne doit vous codifier, vous standardiser. On est dans un monde où on n'aime pas trop, comme disait Napoléon, hein, dans l'égalité, ça consiste à dépasser les têtes qui dépassent. Mais faites en sorte que vos têtes dépassent, dérangez en permanence ce clan des parvenus, voilà, et soyez créatifs, justement. Les réseaux sociaux, le monde du web peut être utilisé pour le meilleur ou pour le pire. D'ailleurs, certains s'en servent excessivement bien. Mais vous savez d'ailleurs, Internet a probablement été le vecteur le plus efficace pour connecter l'humanité. Et je crois que beaucoup n'ont pas d'ailleurs pris la mesure des conséquences, c'est même pas des conséquences, c'est que des obligations dans lesquelles tout cela nous entraîne. Le monde est connecté, il s'est relié, brutalement, l'espace de quelques décennies. Et qui que ce soit dans le monde n'a pas une petite fenêtre sur le monde le plus lointain. Dit autrement, c'est que Internet, entre autres, la télévision y a participé, la mobilité également, a exposé au grand jour des inégalités. Et tout d'un coup, des hommes, des femmes, qui pensaient simplement que leurs conditions étaient liées au destin. Qu'une femme, par exemple, comme ça arrive pour 15 000 femmes par jour, va perdre son enfant. Jusqu'à présent, elle pensait que c'était la fatalité d'une maladie dont on avait le remède ailleurs. Tout d'un coup, par Internet, elle découvre qu'en réalité, si son enfant était né de l'autre côté d'une rivière, d'une frontière, d'un océan, d'un mur parfois, son enfant pourrait bénéficier d'un remède et l'issue ne serait pas la même. Et elle prend conscience brutalement, violemment, que simplement par cette espèce de loterie géographique, elle n'a pas, elle et son enfant, la même valeur, la même estime, la même attention. Et comme le dit, je l'ai déjà dit dans cette enceinte, Patrick Vivray, vous ajoutez à l'exclusion un élément explosif qui est l'humiliation. Et l'humiliation, après, évidemment, peut procéder à toutes sortes de frustrations et, je dirais, de manifestations. Tout ça pour dire qu'il faut penser le monde différemment. On a voulu ou on l'a subi, on a voulu le relier. Du coup, le globe s'est considérablement rétréci. L'Afrique, regardez, que l'on a pensé dans notre imaginaire très longtemps comme un continent lointain. Mais l'Afrique est désormais notre voisin. Et notre voisin, eh bien, son destin est lié au nôtre et réciproquement. Donc si nous ne pensons pas le monde comme un unique espace de solidarité, si nous ne le pensons pas comme ça, mais chacun dans notre quotidien, hein, on ne peut pas simplement s'isoler dans les beaux quartiers de Paris en ne se souciant pas de ce qui se passe de l'autre côté du périphérique, mais c'est vrai à l'échelle du monde. La clé universelle, il y a deux clés, solidarité et diversité. Si nous n'incarnons pas chacun là où nous sommes, tous uniques, indispensables, parce qu'il y a une symphonie à mettre en œuvre, et dans une symphonie, il faut que chacun joue sa partition. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour Vandana Shiva dans la salle? Alors, monsieur qui m'avait gentiment aidé à traduire tout à l'heure, c'est bien parce que vous allez pouvoir donner quelques détails sur le mot Kutumbakan qu'on a entendu et qui signifie quelque chose comme la terre-mère peut-être? Non. Vasudhaiva Kutumbakam, Oui. c'est comment dirais-je, une phrase très classique des Védas et qui signifie toute la terre, toute l'humanité n'est qu'une seule famille. C'est-à-dire toute l'humanité qu'une seule famille. Ça rejoint exactement ce que vient de dire Exactement. Nicolas. Hein. Oui, tout à fait. Et une autre chose, désobéissance, que vous utilisez comme mot en sanskrit, et surtout
Gandhi avait utilisé satyagraha. Satya veut dire la vérité et agraha veut dire insister sur. Ou disons, ce qui est la vérité, si vous insistez, et puis ça devient, c'était son mouvement de l'indépendance qui était utilisé comme boycott ou désobéissance, et même plus tard, ça a été traduit comme grève. Voilà. Ma question est très simple à Mme Vandana Shiva. Tout d'abord, un grand merci d'être là, à Nicolas Hulot et à vous-même. Et pour cela, un grand merci à François et Françoise Le Marchand qui ont pu organiser l'Université de la Terre. Nous sommes tous éblouis par vos pensées, par vos discours, par vos insistances sur cette vérité par rapport à tout ce qui se passe sur la Terre, la façon aussi que vous êtes en train de faire bouger les grands chefs d'État, même leur trône, des fois, ça tremble grâce à vous. Mais ma question est simple, est-ce que vous pouvez nous donner une toute petite recette créatrice, créative, que chacun d'entre nous pouvons pratiquer dès demain? Merci. So, you know, the term Vasudhaiva, Kutumbakam. Kutumbakam is family, but Vasudhaiv is Vasundhara, the earth, her family, which takes us even beyond the human family. And that is the new convergence. I think what's so beautiful about today is that, as Nicholas said, we have nothing in common in our histories, but we have a lot in common in our futures. And it is coming from the recognition that we are part of one earth family, we are part of one humanity, and it's our diversity and solidarity that knits us together. I would add to that when there is diversity and there's self-organization, and creative resistance is about saying, the seed saying to Monsanto, sorry, I'm not your invention, sorry, you won't modify me, sorry, you think you can master me by creating herbicide tolerance, but I will create superweeds that knock your Roundup-resistant crops down. So that dialogue between nature and the human enterprise is always there if we take that feedback. And I'll just lay out what our, seed satyagraha, we use the term satyagraha, seed, bija, the seed that arises from itself again and again and again, just as a human being renews themselves again and again and again through different crises, through different changes. A living organism does it, a society and culture does it. Anything living adapts, evolves, and changes into something different, maintaining the best that gives the resilience to help the change. And our seed satyagraha, next year, we are going to put Monsanto on trial. Je voudrais juste ajouter très brièvement, j'ai fait en sorte que les différents peuples autochtones, ou en tout cas leurs délégations, soient reçus notamment par notre président et par M. Ban Ki-moon récemment. Dans le texte qu'ils nous ont porté, il y a le souhait que la notion d'écocide soit enfin reconnue. Et le jour où cette notion d'écocide sera enfin reconnue et qu'il y aura un tribunal international, j'espère que les premiers prévenus seront Monsanto. C'est dit. Un micro par ici, pour monsieur. Oui, après on va donner le micro aux femmes, évidemment. Non, mais ce serait un comble.
Justement, je voulais parler des femmes. Bonjour Didier Péréol, entrepreneur d'avenir. Je voulais parler tout à l'heure, nous allons nous occuper de notre petit ventre et dire que c'est très important aujourd'hui parce que c'est notre deuxième cerveau. Et pour avoir une bonne alimentation, c'est aussi la préservation de l'espèce humaine, c'est une bonne nourriture et une bonne alimentation. Malheureusement aussi, aujourd'hui, on ne s'inquiète pas ni dans nos écoles, ni transmission de ce savoir de l'art de bien se nourrir, de bien s'alimenter. On se connaît bien, bien sûr, et le connaît que l'intérêt des graines et des graines d'énergie est d'une alimentation plus équilibrée, plus végétale, moins de viande, si on veut répartir les richesses à travers la planète. Et puis je dirais même vivement que le pétrole soit terminé, parce que comme ça on évitera d'avoir des engrais chimiques, des pesticides et tout ça. Je suis un peu provocateur, mais tant qu'on n'aura pas mis en exergue la volonté forte à travers la planète, c'est pas qu'un problème français, même si en France on a malheureusement le palmarès des plus gros consommateurs de produits agrochimiques, c'est de montrer à l'humanité cette façon de s'alimenter et de se nourrir. Je le dis encore, j'insiste, notre deuxième cerveau est là, et comment on peut préserver l'avenir de nos enfants tant qu'on ne leur transmettra pas une bonne alimentation. C'est faire de la pédagogie. Malheureusement, nos systèmes d'éducation nationale, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais en tout cas, chez nous, on le néglige complètement. Donc c'est une vocation très importante. Et je voulais savoir, alors déjà, aujourd'hui, je voulais vous remercier tous les deux parce que vous nous avez nourris d'un espoir. Merci Nicolas, merci Vandana, d'un espoir pour le futur, et que nous ne préoccupons pas que du climat, préoccupons aussi de notre alimentation et de la qualité de l'eau. Parce que si on a une agriculture biologique, on préserve l'eau, on préserve un élément qui va être indispensable parce que l'espèce humaine ne peut pas vivre sans eau et sans une alimentation de très bonne qualité. Merci. Et peut-être pour faire le lien avec notre thème, en fait, comment désobéir dans notre assiette? Que faire au quotidien pour une alimentation qui soit plus compatible avec le respect du climat? Well, I think the first is an awareness that when we eat in a fossil fuel-driven agriculture system, we are eating oil. And eating oil is not good for either the stomach or the brain or for the planet. I think a very big part of this civil disobedience is to look through the myths of this fossil agriculture, this industrial agriculture. Myth one, fossil fertilizers produce more food. They don't. Ecological agriculture produces more food, and our work in India, in Navdanya, health per acre, when you measure nutrition per acre, local seeds, ecological agriculture produces much more nutrition, and we need nutrition, not commodities. Only 10% of the corn and soya is being eaten by humans. The rest is going for biofuels and animal feeds. So it is not about feeding the world, it's about feeding profits. But at the same time, destroying the climate, destroying our children's health. 75% of all contemporary diseases are related to bad food. 75% of the planetary destruction is related to that same model of agriculture. So when we shift to ecological agriculture and local food, we solve the climate problem, we address the health problem, we address the rest of the social problems of displacement, unemployment, meaninglessness, emptiness in lives, and that leading to violence. But our plate is related to ecosystems and to society. Another part of our disobedience in this is to recognize that it's our money that is used as subsidies, 400 billion a year in the OECD countries, to make that very high-cost food produced with lots of chemicals, lots of fossil fuels, lots of royalty extraction, which has led to 300,000 farmers in India committing suicide. All of that is our money being used as a subsidy. Now, if you take the 400 billion, 100 billion gets given to the adaptation and the green fund, part of which becomes development of local food systems based on ecological agriculture, so our children can get their right to a full, healthy food. Now, I know farmers are getting ready with this. I know consumers are getting ready with this.
It means we redirect the financial system, which is our money, and say this is what will be done with it. And every school should have ecological, local, diverse food, because UNESCO has played the biggest role in recognizing that diversity is the basis of a nutritious diet. That's why the Mediterranean diet. And I think we are now at the time of saying the Mediterranean diet is not just in Mediterranean, but any area where diversity is the basis of diet. You've protected the planet through diversity because you've allowed diversity to renew soil fertility. You can say goodbye to soil fertilizers. You've allowed pest control through the diversity. You can say goodbye to pesticides. The diversity controls weeds. You can say goodbye to the weedicides and the herbicide-tolerant crops. And you produce more and better food. And you actually take actions that leave the planet in a healthier state. More fertile soils, more water in the soils. 0.5% organic matter increase is 60,000 liters of additional water in the soil. That's the difference between a drought and having food. And I have to say, even though the negotiations at COP21 aren't addressing this positive aspect of agriculture, they are doing that little bit of hijacking with what we call the Exxons of agriculture. France has put out the 0.4% solution. And we need to build wherever we can, local communities, local councils. Diversity of democracy will go hand in hand with biodiversity and cultural diversity for the new civilization, so that we act wherever we can. If a council is ready, we make that local organic. If a nation is ready, Bhutan, I work with Bhutan, we said we won't measure GDP, we're going to measure happiness and well-being of our people. They asked me to help them go 100% organic. Sikkim is going to announce 100% organic. 5 states of India have said we are going to go organic because the water crisis, the crisis of farmers not having enough of an income, children's health, $300 billion Indians are paying for cancer treatment that comes from those toxics. So we need the externalities taken into account and a true cost accounting. And that true cost accounting means those who generate those externalities, whether it's environmental damage or health damage, should be responsible. That would mean the destructive economy becomes out of reach. No one will buy toxic food because there'll be a polluter's tax with it. No one will buy climate damaging products. And we can begin this true cost economy by bringing it into our daily lives, and our plate can be the place for the beginning of civil disobedience. No to a toxic agriculture, no to a fossil agriculture, no to an agriculture controlled by speculation, an agriculture that is a gift of the earth. We, through our eating, will take care of the earth and our farmers and our biodiversity and our soil. In eating, we become earth keepers. Eating is an ecological act. Bonjour, Héloïse. I feel really privileged to be here, and I really want to thank you. Namaste. I have a question, managing the priority. This is my first and main question. For example, in a country where it's war, where people are dying, Nepal with the earthquake, for example, Haiti, humanitarian cases, how we as like citizen or political affairs or the United Nations, how can we manage the priority between agriculture, feeding, which is for me like a long-term investment, should I say. Our money, you talked about our money, but how can we invest and manage the priority? If people are dying, should we invest into medical care or should we invest into long-term agriculture? Donc je traduis parce qu'on est à l'envers du système. Je me pose la question des priorités. Quand on voit ce qui s'est passé au Népal, cette catastrophe, je me demande
et puis quand on voit qu'il y a aussi d'autres catastrophes, eh bien, je me demande quel doit être le premier investissement. Est-ce que c'est un investissement dans la santé et dans l'humanitaire, les choses de première nécessité, ou est-ce que c'est un investissement qui va sur le plus long terme? Comment choisir ces priorités? Well, in a quantum world, in a world of multiplicity and diversity, there is no either or. It's always and. And we are, as humans, or as any living being, capable of being many things and doing many things at the same time. That's where the issue of diversity as our identity becomes vital. Because the mutual exclusive thinking of either or is at the bottom of the hate culture in politics, and it's at the bottom of saying, oh, I can either save their lives today with medicine or tomorrow with food. We need to do all of it, and we have the potential. And I want to just mention, after the earthquake in Nepal, I got lots of calls from farmers to say, our seed is finished, because it was buried under their homes that had crashed. And Ken Navdanya donates seeds. So we started to collect seeds from our farmers, who also needed their own seeds, but they then shared. We collected a truckloads of 10 tons of seeds. At the border, and we didn't have a border with Nepal earlier, at the border, we were stopped with a sheet of paper that said only these seeds can come in, and they were all Monsanto and its subsidiaries. It took us 10 days to first find out it was not the government of Nepal. Some low-level official had been bribed by Monsanto. They did the same in Haiti, turned the disaster into a place to push GMOs. The farmers rebelled. There was civil disobedience. They said, we want seeds, but not your GMO seeds. So a very big element of catastrophes and disasters is to not allow them to be occasions to deepen the destructive paradigm, to allow the agriculture that would destroy further or GMOs that would destroy further. Because sadly, those who act economically without ethics, without a conscience, with just that bottom line in mind, are only thinking of, oh, another market, when they should be thinking of another life to be saved. Je pense que c'est très intéressant d'avoir une fois de temps en temps quelqu'un qui vient d'Inde et qui nous explique des choses qu'on ne voit pas dans les journaux et qui se passe au fin fond des campagnes indiennes telles que ce qu'elle vient de nous raconter. Et je vous signale au passage en un mot que dans le centre de l'Inde, il y a on pourrait appeler ça en fait une guerre civile, je pense que c'en est une, puisqu'il y a eu 5000 morts en quelques années, et qui n'est que le résultat de la pression des multinationales sur les ressources du sous-sol, qui sont en fait sous une zone où il y a beaucoup de populations tribales, de forêts, etc. Voilà, c'était un aparté, et je donne la parole à Nicolas qui voulait intervenir aussi. Oui, non, je ne pense pas qu'il faille choisir entre les deux urgences. C'est l'un et l'autre, évidemment, qu'il faut traiter. Et je dirais qu'il faut associer la médecine occidentale avec la médecine chinoise. Et la médecine occidentale traite les symptômes. Et la médecine chinoise traite les causes. Et c'est vrai que Bossuet avait déjà largement anticipé. Il disait de nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets, mais qui continuons à adorer les causes. Et donc nous sommes plutôt pas mal parfois pour réagir sur les effets, dont on oublie instantanément une fois que les effets les plus visibles sont pris en charge, évidemment ce qui les a provoqués. Mais pour rebondir sur le climat génère deux types d'événements tragiques, enfin, principalement, parce que c'est plus compliqué que ça. Les événements brutaux, que l'on appelle les manifestations des extrêmes climatiques, c'est-à-dire des précipitations plus importantes, des typhons plus importants, des périodes de sécheresse plus importantes. Et cette multiplication et cette intensification des événements génèrent des situations d'urgence auxquelles il faut répondre évidemment
par des situations et des réponses d'urgence, et c'est souvent évidemment toute cette chaîne de l'humanitaire. Et puis il y a des phénomènes au long cours, puisque le climat ajoute de la misère à la misère, de la pauvreté à la pauvreté, de l'inégalité à l'inégalité. Et notamment dans ces phénomènes au long cours, il y a le phénomène de la désertification, qui est un phénomène qui était déjà à l'œuvre, mais qui est accentué et qui a des conséquences d'ailleurs totalement imprévisibles. On cite souvent, on l'a évoqué je crois tout à l'heure, ce qui s'est passé en Syrie. Dans le nord-est de la Syrie, pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu donner cet exemple-là, mais parce que c'est celui au moins qui fait consensus dans l'analyse, il y avait un phénomène de désertification à l'œuvre qui a été amplifié par le basculement climatique, qui fait que les rendements agricoles ont chuté de 80% et les troupeaux ont été décimés de 50%. Ça a condamné 1,5 million de Syriens à l'exode qui se sont déplacés dans le sud-est de la Syrie. Et c'est de ce territoire, parce que évidemment ça crée une forme de tension que chacun peut comprendre, c'est vrai dans l'Afrique centrale et ça fait d'ailleurs le lit de Boko Haram, c'est de là que la rébellion syrienne a démarré. Ce phénomène de désertification, lui, ce n'est pas un phénomène qu'on peut traiter dans l'urgence, mais c'est un phénomène que l'on peut traiter et qui est très intéressant parce que ça me permet aussi de dire à Vandana que dans les modalités qui sont discutées à la conférence de Paris, la réhabilitation des sols et notamment la réhabilitation des terres agricoles est pour moi un des instruments les plus efficaces avec une triple vertu. Quand vous réhabilitez des terres agricoles, et Dieu sait que nous en avons détruit des millions d'hectares, en réhabilitant, et on sait le faire, et notamment par les procédés d'agroécologie, dont les Africains eux-mêmes ont des expérimentations que j'ai pu, moi d'ailleurs, voir à l'œuvre dans des pays comme le Bénin ou dans des pays comme le Sénégal. On sait réhabiliter en 2 ans, on sait d'un sol inerte, on sait redonner de la vie au sol et de la productivité. Premier avantage, ou vous fixez les populations qui sont au bord du départ, ou vous les faites revenir. Deuxième avantage, en recréant des foyers de végétation, vous luttez contre la désertification. Troisième avantage, en fait, il y en a 4, en redonnant de la productivité au sol, vous leur redonnez cette capacité naturelle qu'ils ont de stocker du CO2, donc ça permet aussi de lutter contre l'effet de serre. Et quatrième avantage, c'est qu'en réhabilitant ces centaines de milliers d'hectares chaque année que nous devrions faire de terres agricoles, vous préparez la nourriture pour le 1,5 milliard d'habitants supplémentaires qui vont nous rejoindre d'ici 2050. Donc le travail, enfin la stratégie de réhabilitation des sols qui permet de lutter entre autres contre la désertification est pour moi une des modalités les plus efficaces pour lutter contre les changements climatiques et pour anticiper sur l'augmentation démographique. Merci à tous. Alors on va devoir conclure parce que l'heure est déjà passée. Je vais laisser, et je crois que c'est normal, la conclusion à Vandana, si vous êtes d'accord, Nicolas. Mais je crois que la rencontre a vraiment eu lieu dans ce que vous venez de dire, simplement parce que Vandana est venue en France aussi parce qu'elle trouvait qu'on ne prenait pas suffisamment en compte les questions d'agriculture dans la négociation du COP 21. Et on vient de voir que des défenseurs sont là pour montrer que ce n'est pas seulement l'énergie, c'est aussi l'agriculture. Donc Vandana, est-ce que vous pouvez nous dire un mot très court pour conclure ce débat ? Just listening to the last comments from Nicholas, I was thinking the big campaign for earth renewal and humanity renewal should really be gardens everywhere, and a large part of both private solidarity, regional aid and international commitment should be for earth restoration and the restoration of our spirits through that earth restoration. Merci. Merci à vous tous.